prolongation. Ah bah ça commence bien. Eh oui, c'est reparti. Ça commence bien. Là, ça va être une catastrophe. Il est encore plus cabot que moi. Enfin bon. Allons-y. Bon, vous avez donc entendu tout ça, deuxième partie qui commence, un générique tout neuf, des peintures neuves, un Philippe Gildas tout neuf. Putain, Que dorénavant, il faut crayon. appeler Guillaume Durand. C'est comme ça, c'est des coquetteries de vieillards. C'est comme ça. Attendez. Il est neuf ici, hein, sinon il y a un paquet d'heures de vol. Hein, enfin bon. Tout le monde le connaît, Durand, il est l'ami des vedettes. Et donc ce soir, dans le rôle de l'ami de Guillaume Durand, un ami de Guillaume Durand, un personnage un peu multicarte, acteur, vin et spiritueux, mesdames et messieurs, Gérard Depardieu. Là, vous pouvez y aller. Ah, ils aiment. C'est bien, bien. Merci. Formidable. Bon, mon petit Bruno au travail. Au travail. Attendez, je suis impressionné aussi. Bon, c'est une double première aujourd'hui. C'est la première fois d'abord que Gérard Depardieu vient à nulle part ailleurs, et c'est la première de Guillaume Durand. Ça, on a tous vu. Alors, pour Durand, on a... Non, arrêtez, maintenant, c'est pénible. On n'est pas chez De Chavannes non plus. Bon, on a tout fait pour le mettre à l'aise, Durand. Hein. On a baissé le siège de Philippe, tout ça. Personnellement, je ne mets plus de chaussettes. J'essaie de faire comme lui. Par contre, les jolis mocassins en aisselle de caïman albinos, là, je vais Pas essayer du d'arrêter. tout. Oh, c'est très joli, c'est très joli. Je dis pas que c'est pas C'est joli. du daim mercerisé. C'est un truc très particulier. Ah ouais, ouais. Non. Si donc vous avez des vieilles chaussettes à vous, vous pouvez les envoyer, hein, c'est un vieux truc. Bon, quant à Gérard Depardieu, j'avoue que là je suis franchement impressionné. D'abord c'est la première fois, mais c'est vrai, c'est un des plus gros acteurs français. Oui, il a dit un dé. Non, un dé. Ça commence un dé. mal, mon vieux. Vas-y, Non, un des plus gros. continue, on va écouter. Il On est va le plus grand écouter. homme, il a perdu 30 kilos en plus, donc je vais y aller mollo. Il paraît 30 kilos, c'était énorme. Oui. Non mais là il est parfait. Poids de forme, 218 kilos, c'est ça. 218. Non, il est magnifique. Hein. S'il veut perdre 1 kilo de plus, il faut qu'il se rabote le nez. Enfin bon. Voilà. Je fais rien, c'est ma nature. Allez bien. Et après. Par contre, Philippe a forci un peu, mais bon, ça. Donc, Gérard Depardieu, tout le monde connaît, c'est un staccanoviste du cinéma. Il tourne non-stop depuis 25 ans. Personne ne peut se vanter d'avoir vu Depardieu entre deux tournages. Ça n'existe pas. Il faut savoir qu'il y a en France deux types d'acteurs. D'un côté, Gérard Depardieu, et de l'autre, tous ceux qui ne sont pas Gérard Depardieu. À noter que la deuxième catégorie tourne beaucoup moins de films que la première. Encore que cette année, il paraît que ça s'est calmé un peu. Avec le nouveau gouvernement, il a obtenu les 35 films payés 39. Donc ça, normalement, ça devrait être mieux. C'est vrai. Bon, c'est vrai, 9 scénaristes sur 10 qui passent dans le cinéma français passent sur le bureau de Gérard Depardieu. C'est comme ça. Et quel que soit le rôle, on contacte Depardieu en premier. On dit ça à un vieux, demande à Depardieu. Le personnage a 5 ans, demande à Depardieu. Au Microcosmos, le rôle du scarabée. Absolument. Ça devait être lui, c'est un problème de costume, il voulait plus après. Et surtout, Depardieu peut tout jouer. C'est un vrai caméléon. C'est un caméléon, c'est vrai, c'est un caméléon. Je suis pas en train de dire qu'il a une langue de 2,50 m et qu'il attrape des mouches en plein vol. Attention, c'est pas ça que je dis. Mais regardez-le. Regardez, cette trogne, regardez ça, si c'est beau. Il y a tous les grands personnages là-dedans. Il y a du Cyrano, il y a du Danton, il y a du De Gaulle, il y a du Sauvignon, il y a du Cabernet. Non, c'est vrai que vous avez une réputation de bon vivant. Oui. Ce qui est la version cahier du cinéma de Pochetron, quand même. Voilà. Mais bon, c'est qu'une réputation. En fait, il se trouve que monsieur est vigneron et consciencieux. Il goûte l'intégralité du stock, il goûte. Il n'y a pas une bouteille qui sort de chez lui sans qu'il ait goûté. Et c'est pour ça qu'on vous aime, justement, parce que vous êtes une nature. C'est pour ça. C'est à tel point une nature qu'il va même incarner le général de Gaulle. Vous vous rendez compte, c'est pas rien De Gaulle au cinéma. Il y a 2 ans, c'est Chirac qui avait été pressenti pour le rôle, puis on voit bien que ça tient pas la route. Donc, on a dit on va prendre Depardieu. Et ce soir, Depardieu peut tout jouer. Et ce soir, il va nous faire un plaisir énorme. Il va jouer le rôle qu'il refusait depuis 10 ans, celui d'invité de nulle part ailleurs. Alors, je vais vous demander de l'accueillir pour l'encourager, ainsi que Philippe, qu'il faut maintenant appeler Guillaume Durand, je vous le rappelle, en leur faisant un énorme triomphe, s'il vous plaît, maintenant en feuille. Merci. Oui, le dire. Ça t'a plu? Oui. Bon. On a... Non.
C'est pas que je vais vous empêcher d'applaudir, mais on a beaucoup de choses à se raconter parce qu'il y a la Mostra de Venise où tu viens de recevoir une distinction particulière. Il y a une actualité qui est dramatique. Nous nous sommes téléphonés ce matin et je sais que tu es touché. On va voir ce que tu en penses parce qu'il n'y a pas simplement toi, mais il y a des gens comme Travolta, comme Tom Cruise, dont on va voir les témoignages qui parlent beaucoup de cette affaire Diana. Bien évidemment, on va parler de cinéma tout à l'heure avec tous ceux qui vont nous rejoindre autour de cette table. Mais je voudrais qu'on commence tout bêtement par ce que tu as ressenti finalement, comme beaucoup de gens, ce week-end à propos de cette affaire. D'abord, je voulais te dire que je suis très heureux d'être ici. Ben, moi aussi. Parce que c'est vrai que c'est la première et que j'avais... Bon, c'est très difficile d'être ici la première fois pour parler de ces gens que je n'aime pas du tout et de ces chiens, de cette meute qui court après tout le monde, aussi cette meute qui est commanditée par des patrons de presse, si on peut appeler ça une presse, disons. Et je suis navré complètement. Je n'ai pas de mots pour qualifier ces actes et ces gens qui disent tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faudrait véritablement... Ils t'ont fait du mal à toi? Bien entendu, bien sûr. À moi, à Guillaume. À Guillaume, bien sûr, parce qu'ils ne savent pas ces gens ce qui peut se passer à l'intérieur d'un endroit où on est enfermé, par exemple. Ouais. Non, je voudrais pas. Enfin, je pense que le gouvernement devrait penser à des choses en ce qui concerne la vie privée, comme ils vont le faire aussi en Angleterre, je crois, là où il y a où il y en a encore plus. En Amérique, pareil. Il n'y a pas de mots pour qualifier ces gens et ce viol. C'est insupportable. Alors ceux qui disent que ça sert des acteurs, des vedettes ou des choses, c'est pas vrai. Simplement, on va regarder ensemble le petit magnéto justement avec ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens, même parmi les gens qui aiment les stars, qui considèrent fondamentalement que les stars sont redevables de quelque chose qui n'a strictement aucun rapport avec la loi, mais qui est leur vie. Ça existe ça, dans le public. C'est-à-dire, ils jouissent plus, ils ont plus d'argent, ils sont plus connus. Donc il faut aussi qu'on puisse avoir leurs emmerdements, leur vie privée, etc. Non, je pense que quand quelqu'un de connu, une star, on peut très bien être d'accord, mais de là, vous poursuivre sur le moindre fait et geste comme ces gens sont poursuivis, et encore, moi, ça va, je veux dire, je suis relativement tranquille là-dessus, mais je trouve qu'il n'y a pas à devoir, on ne doit rien à personne. Et je ne pense pas que ça vienne des gens, vous savez, on peut élever le niveau des gens, hein. On peut donc aussi, c'est qui est responsable? C'est les patrons je pense que c'est l'argent, c'est les patrons de presse avec certaines mentalités idiotes et stupides. Alors, je voudrais, mon cher Gérard, qu'on découvre un certain nombre de réactions à Hollywood. On est comme ça, tout d'un coup, un peu tétanisé, mais c'est vrai que c'est difficile de commencer une émission avec pas mal de tristesse. Et c'est pas de la tristesse, d'ailleurs, c'est une certaine émotion. Et cette émotion, vous allez la découvrir, vous dans le studio et vous qui avez la gentillesse de nous regarder ce soir, avec des gens que vous allez voir toutes les semaines au cinéma et qui sont effondrés. I knew this was going to happen eventually, and I just had no idea what happened to someone so fantastic and so prominent. Do you think the paparazzi have a lot to answer for? Yes, they do. The press, by and large, are fantastic. We're talking about a small renegade group that are stalkers. They're legalized stalkers, is what they are. When I first heard the news, I did cry a lot, and for different reasons. The first was because I didn't like the idea of meaningful lives being cut short. Really want to say is to Charles and the boys that I'm very sorry that this happened and that I want to be there for them if they need me. You don't know what it's like being chased by them. It is harassment under the guise of we are the press, we are entitled, and when people are having a private moment, they should be allowed to have a private moment. And she must have known such fear. It makes me so angry. The paparazzi were feeding them. Without those magazines, they wouldn't be the paparazzi. And it's getting worse and worse. It finally caused the death of the world's princess. C'est pas une souffrance imaginaire, on les a vus. Non, mais ils en ont tué plein. Ils ont tué Romy Schneider, ils ont tué Patrick Devers aussi. Ouais. Je me souviens qu'il y avait un épisode avec un journaliste du Journal du Dimanche où il n'y avait pas encore ces paparazzi ni ces magazines idiots. Mais il y avait quand même des intrusions trop idiotes. Jacques Brel aussi. Il y a plein d'autres gens qui ont été fragilisés par ça. Combien de divorces, combien de choses idiotes, stupides. Combien d'enfants
qu'ont Mais souffert. en dehors de la loi, toi, tu considères, par exemple, quand tu as eu des photos qui te concernaient, quand tu as eu l'histoire de Guillaume avec des Voici, tu as l'intention, tu voudrais frapper plus fort, tu voudrais faire quoi? Mais comment ça frapper plus fort? Il faut Parce qu'il y a un moment maintenant, il faut poser le problème sur la table, on est là, tout le monde réfléchit ensemble. Si ce n'est qu'il y a un moment où on fait comme, je ne sais pas, dernièrement, il y en a un qui s'est fait prendre un pain dans la tête, et après, c'est des discussions inutiles. Je pense qu'il y a des choses à faire au niveau du gouvernement, au niveau de la presse, si ces gens n'ont pas la morale suffisante. Alors bien évidemment, on va parler tout à l'heure de cinéma et abondamment, on va voir le journal parce que c'est un événement mondial, maintenant tous les présidents en parlent, mais on va essayer aussi de rentrer un petit peu dans l'intérieur de cette affaire. Et il se trouve qu'à Capa, Emmanuel Amara, il y a quelques mois, avait retrouvé le type, le paparazzi, un Italien qui avait commencé autour de la Méditerranée la chasse autour de Diana. On regarde, c'est Emmanuel qui a fait le sujet. Cet été, dans la chasse à la princesse, c'est Mario Brenna qui a décroché le jackpot. 4 millions de francs pour un baiser volé. La traque était lancée, mais le chasseur ne veut pas être reconnu. J'avais mon Zodiac, je faisais le tour de contrôle comme tous les jours des bateaux qui arrivent à côté de Porto Cervo comme ça. Et à un certain moment, je suis tombé sur elle qui faisait des coups de fil sur le pont plus haut du bateau. Et j'avais monté le gros télé, le 800 avec le doubleur, c'était 4-5 minutes maximum. Donc si j'ai tardé encore 10 minutes, j'aurais perdu. Parce que dans toute la journée, c'était l'unique moment que j'ai vu une chose comme ça. La plus importante, c'est certainement cette de cette série, quand lui, il la prend dans ses bras, ici, quand il l'amène sur les fesses. Quand j'ai déchargé ce film, c'était vraiment une émotion incroyable. Aucun regret d'avoir fait des photos. Non, non. À Londres, Jason Fraser a poursuivi Diana pendant 10 ans. Il n'avait lui non plus ni état d'âme ni scrupules. Ils ont une vie privée incroyable, nous on gratte seulement la surface. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des photos d'eux 1 ou 2 fois par semaine et 95% du temps ils ont le droit à leur vie privée. En privé, sauf pour le gros gibier. Exemple, l'affaire Ducruet. Pour une fortune, les photographes n'ont pas hésité à monter un traquenard avec une stripteaseuse en mal de gloire et une piscine trop bien placée. Résultat, un scoop mondial et un mariage brisé. Les gars sont habillés en treillis, avec des peintures de guerre sur le visage. C'est du gros matériel. Ça a été fait avec un 600 triplé. Les photos qui déclenchent tout ça, ça a été fait en 2 heures de temps. Photos volées pour les uns, bains de foule et bagarres pour les autres, la relation entre stars et photographes est pour le moins explosive. Olivier et Patrick Poivre d'Arvor en savent quelque chose. L'été dernier, sur l'île de Scorpio, en Grèce, ils sont traqués par un commando de paparazzi à gros budget, hélicoptère et notes de frais illimitées. Résultat, l'un des chasseurs finit à l'hôpital. Stressés, traqués, bref, quand les stars sont sous pression comme Björk à l'aéroport de Bangkok, on ne sait jamais jusqu'où l'affaire peut déraper. T'as senti ça, par moment, toi, l'envie de cogner? Oui, bien sûr, oui. Mais de toute façon, c'est tellement lâche. Rien que ce type qui parle, enfin, on est où là? On est dans la merde. C'est vraiment des trucs de merdeux. Il y a un truc très beau ce matin. Il y a un de nos envoyés spéciaux qui était à Londres, évidemment, parce qu'on va le retrouver tout à l'heure dans le journal. Il est allé sur la maison de Diana et il y avait un petit mot qui était comme ça scotché sur la maison de Diana. Et il y avait écrit « Les terroristes ont tué 300 personnes ce week-end en Algérie. Est-ce que ça pourrait pas intéresser » Je vous montre le papier parce que ça vient de chez Diana. Est-ce que ça pourrait pas intéresser pour une fois la presse britannique? C'est joli d'avoir scotché ça. Tu la connaissais un peu quand même? Oui, j'avais déjeuné un peu avec elle, oui. Et alors? C'était une femme remarquable, une mère formidable. Je n'ai rien d'autre à dire. Oui, voilà, absolument. Le marché que ça représente, pour qu'on termine sur cette affaire, il est évident que Gérard vous en parlait tout à l'heure, c'est aussi le marché des éditeurs, c'est pas simplement le public et les paparazzi. Et ce marché, donc, nous allons le voir, le connaître un petit peu avec ses paradoxes grâce à Alan Rothschild. C'est parti. Ces dernières années, la presse People a connu un boom économique considérable. En France, 2 500 000 exemplaires sont vendus chaque semaine. Pour les périodiques d'information générale, c'est la crise. Du coup, ils s'adaptent et commencent également à s'intéresser aux stars. La victime, le grand reportage qui ne rapporte plus. Financièrement pour les journalistes, il n'y a pas photo. D'avoir fait 5 jours avec Claudia Schiffer, ça équivaut pour moi
À 2 mois et demi de news au moins. Devant la demande croissante des lecteurs, les patrons de presse ont étendu leur offre. Dans un même groupe, on retrouve un hebdomadaire propre au gala parlant de la vie officielle des stars et la publication Voici, beaucoup plus controversée. Les vedettes collaborent avec le premier et crachent sur le second. Mais les journalistes y travaillent avec la conscience tranquille. En général, nous, ce qu'on annonce dans Voici sort 15 jours plus tard de manière officielle avec des photos un peu plus nettes dans le gala ou dans Paris Match. Bon, on est simplement un petit peu en avance par rapport aux autres. Au soir de la mort de Lady Di, le public anglais, qui est pourtant le plus grand consommateur européen de presse à scandale, 20 millions d'exemplaires vendus chaque semaine, accable les journalistes. Face à la violence des accusations, les journaux sérieux volent au secours de la presse populaire. Elle a utilisé la presse pour communiquer son sentiment quand elle s'est sentie opprimée par la famille royale. Donc elle savait ce qu'elle faisait. Elle était une manipulatrice avisée des médias. Mais elle était, à mon avis, incapable de les contrôler. Elle a fait un pacte avec le diable. Une fois que vous l'avez fait, c'est très difficile de dire j'arrête. Daniel Angeli est le patron d'une agence photo spécialisée dans le people. Il ne se considère pas comme un paparazzo. Il s'élève contre l'hypocrisie de certaines stars. On sait qu'on peut acheter. Il y a des gens qui vendent leur mariage, la naissance de leur môme et compagnie. En France, certaines stars gagnent énormément d'argent grâce aux procès qu'elles font aux journaux. Cependant, cette presse ne craint pas les tribunaux. Par exemple, la famille de Monaco, elle a 300 procédures à travers l'Europe pour atteinte à la vie privée, donc ça fait effectivement, au final, beaucoup d'argent, beaucoup de procès. En général, les condamnations sont très très faibles, ça tourne autour de 25-30 000. Morale de l'histoire, ce matin, devant un kiosque à journaux. S'il n'y avait pas le marché, il n'y aurait pas des bonnes raisons de poursuivre les gens dans leur vie qui est la leur et qui leur appartient. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait beaucoup plus s'en prendre à tous ceux qui achètent ce type de presse et qui créent un marché qu'à ceux qui vont faire les photos et qui font leur travail, ne faut qu'à répondre à une demande. Bah, je te sens ému, donc on va laisser passer. Oh, oui, et on va accueillir, j'espère chaleureusement, la météo avec Cécile. Voilà, oui. Voilà. La météo avec la Strasbourgeoise. Il y a eu droit, ce matin, il y a eu droit. Voici elle. Moi, je lis pas ces choses-là. En tout cas, c'est la C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien que je sois dans Voici. Non, que vous soyez là, je ne connais pas. Je suis ravie d'être ici. Voilà. Moi, d'être dans Voici. Ça va bien, Cécile? Ça va très bien. J'ai pas encore un temps formidable à vous annoncer, mais c'est pas mal. Alors l'animation de satellite, eh bien, un large système dépressionnaire s'étendant des îles britanniques aux Baléares nous envoie une petite perturbation qui traversera notre pays du sud au nord-est. Donc ça nous donnera le matin, eh bien, la France se partagera en deux sur la moitié est, un ciel sombre avec de la pluie de la Champagne-Ardenne au Rhône, ainsi que sur les Pyrénées-Orientales. On peut s'attendre aussi à quelques orages sur les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes et la Corse. Sur l'autre moitié, un temps variable. Voilà ce que j'ai pu faire. L'après-midi... Il ne regarde pas du tout la carte. Il regarde pas, non. Parce qu'il écoute bien ce que je dis. Voilà. Il est concentré. Oui. Très concentré. Très. Moi aussi d'ailleurs. Non, mais j'attends la pluie. L'après-midi, le mauvais temps se décalera un peu vers l'est. Encore de la pluie sur le Rhône et les Alpes-Maritimes. Des orages sur les Bouches-du-Rhône, la Corse et les Alpes du Nord. De vilains nuages persisteront encore sur les Pyrénées-Orientales et la Franche-Comté. Ça se dégrade. Sur le reste du pays, toujours variable. On peut toujours espérer un petit soleil pour pour mercredi, on verra. Les températures, elles iront de 18 à Quimper, à 28 à Ajaccio, 22 à Genève, 20 à Bruxelles et 23 à Paris. Bien, il ne pleut pas en Anjou? Non. C'est bien. C'est chez toi. Sur le tournage, pas de difficulté de Monte Cristo actuellement? Non, parce qu'on fait des nuits. Bon, de temps en temps, il y a des ondées, mais ça va, il ne pleut pas toujours. Ce soir, parce qu'il faut dire aux gens qui nous regardent ce soir que Gérard a interrompu le tournage pour venir spécialement. Voilà. Donc, à nulle part ailleurs, je crois que ça mérite quelques applaudissements. C'est gentil. Pas mal la gentillesse. La pub, merci Cécile. Merci, on se retrouve demain. La pub et le journal. 1,75 g d'alcool dans le sang, soit 3 fois plus que le taux autorisé. Le communiqué du parquet de Paris est tombé en début d'après-midi. Le chauffeur de la Princesse de Galles était en état d'ivresse. Une information qui pourrait tempérer la responsabilité des paparazzis dans l'accident sans pour autant l'exonérer. Lady Di est bel et bien morte
sous les flashs des photographes. La question reste donc encore d'actualité. L'acharnement médiatique, la corrida motorisée ont-ils, oui ou non, contribué à la mort de Lady Di? Les chasseurs sont devenus gibier. Agences et télévisions du monde entier font le siège du Quai des Orfèvres à l'affût des 7 reporters incriminés et dont la garde à vue a été prolongée de 24 heures. Sur place, le reportage de Bruce Toussaint. Les 7 photographes s'apprêtent à passer une 3e nuit dans les locaux de la police judiciaire. D'abord interrogés comme témoins, ils sont en garde à vue depuis maintenant plus de 36 heures. Et cette garde à vue devrait se poursuivre jusqu'à demain matin. Les enquêteurs ont face à eux 6 Français et un Macédonien, de véritables paparazzis professionnels qui travaillent notamment pour les agences Sigma, Sphinx, Angeli ou SIPA. On sait pour l'instant que leurs pellicules ont été saisies, des pellicules qui prouvent que des clichés ont bien été pris dans les secondes qui ont suivi l'accident. Les policiers qui sont en possession de ces photos pourraient donc logiquement enclencher une procédure judiciaire, sans doute dès demain matin. Les paparazzis seraient alors mis en examen pour non-assistance à personne en danger. En tout cas, il semble qu'il n'est pas question pour l'instant d'une responsabilité directe dans l'accident. Les enquêteurs ont reconstitué les circonstances du drame. Il est établi que le chauffeur était en état d'ivresse avec au moins 1,75 g d'alcool dans le sang et que la Mercedes allait très vite, 180 km/h et peut-être plus selon certaines sources. Le rôle exact des paparazzis reste donc à déterminer. C'est la raison pour laquelle la garde à vue se poursuit ici au Quai des Orfèvres. Parmi les témoins qui intéressent la justice, un homme, un médecin qui a prêté assistance à Lady Diana. On l'écoute. Je l'ai aidée, ce qu'on appelle la libération des voies aériennes supérieures. Elle était comme ça et inconsciente. Elle geignait, elle gesticulait de partout. Et dans cette position-là, quand on est inconscient, on ne peut pas respirer. Donc je lui ai relevé la tête et je l'ai aidée à respirer avec un masque à oxygène. Il y avait beaucoup de photographes. Il y avait 10 à 15 photographes qui me mitraillaient, qui mitraillaient la voiture en permanence. Ils m'ont pas gêné à accéder à la voiture, ils n'ont pas gêné plus que des badauds ou des photographes qui assistent à un accident grave et qui sont autour. C'est quand même une histoire de dingue. Est-ce que tu connais la législation, Gérard? Tu sais qu'en France, on a une législation sur la vie privée qui, paradoxalement, est relativement plus sévère que dans d'autres pays. Je vais donner 3-4 mots parce qu'en matière d'information, il faut savoir, on est presque les enfants modèles. Chacun, c'est le texte, a droit au respect de sa vie privée. C'est l'article 9 du Code civil qui a été introduit par la loi du 17 juillet 1970. Cet article confère, je lis parce qu'il faut être précis, il ne faut pas raconter dans ce domaine n'importe quoi, pratiquement tout pouvoir au juge. Cela peut aller jusqu'à la saisie de l'objet du délit et bien entendu à des dommages et intérêts versés aux victimes. On en saura évidemment plus dans les heures qui viennent pour ce qui concerne les photographes, Daphné. Lady Diana a rejoint ses stars qui ont fini leur course dans un fracas de tôle. De Grace Kelly à James Dean, des morts brutales qui semblent ajouter à leur aura. L'onde de choc qui a parcouru la planète à l'annonce de son décès est impressionnante. Aucun chef d'État, aucune tête couronnée, aucune personnalité, jusqu'à Mère Teresa, n'a oublié d'adresser ses condoléances. La princesse de Galles n'était pas pour rien la femme la plus photographiée, voire la plus adulée au monde. Une personnalité tellement forte que la couronne, malgré son divorce, a dû lui accorder des obsèques quasi royales. Patrice Desmazeries. La famille royale a choisi de répondre à l'émotion provoquée par la mort de Diana. Un lieu prestigieux a été choisi pour ses obsèques, l'abbaye de Westminster, symbole de la royauté. C'est ici que sont couronnés les souverains d'Angleterre, ici qu'eurent lieu en 1979 les funérailles de Lord Mountbatten, dernier vice-roi des Indes, victime d'un attentat de l'IRA. Plus de 2000 personnalités seront invitées aux obsèques qui seront télévisées. Le cercueil, qui est à la chapelle royale de St. James Palace, la résidence officielle du prince Charles, sera transporté en procession vers 11 h samedi matin jusqu'à l'abbaye. Il suivra un itinéraire qui empruntera les avenues les plus prestigieuses de la capitale. La princesse de Galles sera ensuite inhumée à Althorp, à 100 km au nord-ouest de Londres. C'est là où se trouve le château ancestral de sa famille. La mise en terre aura lieu dans la plus grande intimité. Elle sera enterrée dans la petite église qui abrite le caveau familial. Ce matin, son frère est venu régler les derniers détails. Buckingham n'a cependant pas voulu définir la nature des funérailles, n'utilisant pas le qualificatif de royal. Depuis son divorce, la princesse n'y a plus droit. Elles en auront en tout cas tout le faste. Quant à son compagnon, le milliardaire Dodi Al-Fayed, il a été inhumé moins de 24 heures après sa mort, conformément à la tradition musulmane. Sa dépouille repose dans le cimetière de Brooklands, près de Guildford, dans le Surrey. L'enterrement avait été précédé d'une brève cérémonie religieuse célébrée dans l'intimité dans la principale mosquée de Londres, à Regent's Park. Il y a quand même un aspect complètement dingue, cette fille qui était nourrice tranquillement, j'allais dire, dans son coin, elle se marie, il y a toutes les télévisions du monde entier, maintenant on va l'enterrer, il y aura toutes les télévisions, parce qu'on parle de la presse, mais il y a aussi ça te fait quel effet, toi?
Mais c'est Comment tu fais pour te reculer par rapport à ça? Oh non, mais moi je ne suis pas... Non, mais t'as pas de couronne, mais... Non, même, je pense qu'en fait... Enfin, j'ai ma vie où je ne fréquente pas, disons, les endroits chauds, là où on pourrait. Je veux dire, il y a plein de gens qui vivent ça. Ah, je me plante. Non, je vis, je n'ai pas le problème d'être vu, ni même de manquer à être vu. C'est pas le problème. Moi, quand je vais à des choses ponctuelles, mais je ne cours pas les brasseries à la mode, ni les endroits à la mode. Je suis vraiment un homme, enfin quelqu'un d'à part. D'ailleurs, je circule à moto, et puis je suis très bien comme ça, parce que j'ai beaucoup de mal, parce que comme j'aime énormément les gens, j'ai peur d'être de mauvaise humeur, parce qu'on ne peut pas répondre toujours. Donc, je n'ai pas ce problème-là. On va rejoindre Pierre-André Lacou à Londres pour avoir 2 ou 3 nouvelles informations. D'abord, bonsoir, merci d'être avec nous, Pierre-André. La première question, c'est j'aimerais savoir si le fait qu'on ait appris que le chauffeur de la voiture ait un taux d'alcoolémie important, est-ce que ça a, comment dirais-je, minimisé la bataille entre la presse et la population qui est évidemment derrière Diana? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Oui, assurément, ça a minimisé cette bataille, mais ça a aussi surtout renforcé le désarroi des Londoniens et des Anglais qui se demandent comment un tel accident a pu se produire, comment un tel enchaînement de faits a pu se produire. Ce qui fait que maintenant, ce soir, les paparazzis sont un peu moins tenus pour responsables de cet enchaînement de faits et qu'on trouve d'autres boucs émissaires comme Mohamed Al-Fayed. En effet, certains ici, dans la foule qui se presse à Kensington Place, se demandent comment un tel homme, comment le propriétaire du RIS a pu laisser des responsabilités à un chauffeur inexpérimenté et de surcroît en état d'ivresse. Cela dit, l'ambiance est plutôt au recueillement ici globalement et la polémique sera quand même pour plus tard. Est-ce qu'on peut avoir une dernière précision concernant justement, comment dirais-je, la pression populaire qui finalement a obligé la famille royale à faire quasiment un enterrement, je ne dis pas national parce qu'il s'agit d'un royaume, alors que fondamentalement peut-être que cette même famille royale n'en avait pas vraiment envie au départ? En fait, on a trouvé la formule, ce seront des funérailles uniques pour une personne unique et singulière. Ce qui permet de couper court à toute polémique. En fait, il y a une gradation dans les funérailles des personnalités de la famille royale. Patrice Desmazeries évoquait le plus haut grade royal, mais il y a celui juste en dessous, et puis les funérailles privées. En fait, le fait que Tony Blair, le Premier ministre, ce matin, ait demandé en fait, que le peuple puisse participer, puisse vivre ces funérailles, les funérailles de sa princesse, notamment par le biais de la procession, eh bien, a permis de donner une aura un peu particulière à ces funérailles qui auront donc lieu samedi prochain à 11h à l'abbaye de Westminster, qui est aussi un lieu consensuel, historique, royal, mais aussi un endroit où des poètes sont enterrés. Merci de ces précisions, Daphné. Oui, et puis Guillaume, les Parisiens ne sont pas restés insensibles à cet événement. À Paris également, on marque le deuil. Des centaines de personnes ont fait la queue devant l'ambassade de Grande-Bretagne pour signer le registre de condoléances. Le reste de l'actualité, Michel Giraud dans le collimateur de la justice. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre aujourd'hui pour conservation, je cite, de prise illégale d'intérêt. La justice reproche au président RPR du Conseil régional d'Île-de-France d'avoir salarié des employés de maison aux frais de la région. En Algérie, le leader du FIS... Non. En Algérie, donc, le leader du FIS Abbassi Madani a été menacé aujourd'hui d'être renvoyé en prison. Selon les autorités, il aurait violé les règles de sa liberté conditionnelle en appelant à la trêve dans un message adressé au secrétaire général de l'ONU, actuellement assigné à résidence. Il avait été relâché le 15 juillet dernier après avoir écopé 6 ans de prison. À l'US Open, enfin, on a observé hier 1 minute de silence. À Flushing Meadows, les joueurs ont tenu à honorer la mémoire de Diana avant de s'affronter sur le court. Résultat, Cédric Pioline et Sandrine Testu ont décroché leur billet pour la 2e semaine. Marie Pierce et Lionel Raux se sont inclinés. Philippe Genin. Cédric Pioline a évité le piège indien hier à Flushing Meadows face à Paes. Pioline a dû batailler ferme en luttant plus de 3 heures et en 5-7. Paes, qui avait dominé Arnaud Butch au tour précédent, s'est cette fois incliné face à un Pioline déterminé et qui l'emporte 3-6, 7-6, 1-6, 6-3, 6-4. Pioline reviendra en 2e semaine pour affronter en 8e de finale l'Américain Michael Chang, numéro 2 mondial. Satisfaction chez les dames pour Sandrine Testu. La Lyonnaise s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Slovaque Karina Absudová en 3-7, 6-3, 4-6, 7-6. Déception en revanche pour Marie Pierce, éliminée par Monica Seles, 1-6, 6-2, 6-2. Et pour le Français Lionel Roux, laminé par l'Australien Patrick Rafter, 6-1, 6-1, 6-2.
Et puis pour les amateurs de tennis, l'US Open, c'est en direct sur Canal+, ce soir à partir de 1h15 du matin. Il faut regarder, ça intéresse le sport. Je sais évidemment qu'avec Gérard Bourgoin et Auxerre, vous êtes travaillé le tennis, tu t'en... Non, mais ça m'intéressait bien le tennis avant, mais c'est-à-dire là, je regarde pas grand-chose. Non. Et pourquoi le foot, c'est devenu non, l'amitié Bourgoin-Auxerre, le foot? Non, mais c'était Auxerre, parce que j'aimais beaucoup. C'était une équipe qui n'avait pas trop les moyens, puis qui avait un état d'esprit. Même si cet esprit change un petit peu. Puis je suis ami avec quelques joueurs, et donc on se suit comme ça, on s'appelle avant les matchs. Tu vas encore les suivre cette saison? Non, j'y vais plus parce qu'après ça détourne trop le jeu, l'attention. Donc bon, je le regarde à la télé ou je le regarde dans un petit coin. Alors tu sais qu'on va évidemment parler des films, mais il y a quelque chose, tous les gens qui sont ici et qui nous regardent ont vu dans les journaux il y a 3-4 jours que tu allais jouer le général de Gaulle. Oui, moi aussi je l'ai vu. Oui, dans les journaux. Ouais. Alors, et ils se demandent, parce que c'est vrai qu'on s'approche de l'an 2000, alors ça devient un espèce de projet mystérieux. Est-ce que tu peux nous raconter, puis j'ai une petite surprise, est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet, en tout cas dans quel état il est? Non, au départ, c'était effectivement quelque chose pour travailler un grand personnage français pour l'an 2000. Je pense que plein de pays pensent à faire une chose pour l'an 2000. Je crois que c'est une idée, ça je l'ai appris ensuite, qui vient de Jean-Paul Rappeneau, que m'a répété René Klettmann, avec qui j'avais travaillé, etc. Voilà. Et il m'avait dit que ce serait une très bonne idée. Ça ne fait pas peur? Non, parce que d'abord je ne connais pas bien le général de Gaulle. J'ai appris à lire les livres merveilleux, d'ailleurs je veux dire, de la couture. Et puis te dire aussi le fil de l'épée. Et c'est vrai que je ne connais pas du tout cette période, ni même les hommes politiques de l'époque. Et je trouve que c'est très intéressant sur le plan, d'un point de vue d'acteur, je trouve. Mais ça, c'est un monument. Je veux dire, oui. La moindre faute de goût, ça va être un assassinat terrible. Mais oui, mais c'est pour ça que les périodes sont délicates et qu'il y a beaucoup de travaux qui se font en ce moment. Parce qu'il y a tellement de choses importantes dans ces... Bon, il y avait des périodes de 38 à 58... ce qui est une période très importante. Bon, il y a aussi quand il est parti avant 68, mais là c'est un peu trop vieux, je ne peux pas faire ça. Donc je sais pas, il y a des choses qui se font, on travaille autour de ça, même si le personnage est important, bon ma foi. Vous savez, Napoléon est un personnage important. Bon, je ne lui ressemble pas. On avait eu Par contre, de Gaulle, il y a quelque chose... Dans le nez, hein. Oui, il y a quelque chose dans le nez. Tu sais qu'on a rencontré Jean Lacouture, parce que tu as lu son bouquin, qui va nous raconter, parce que ce film tourne autour du général de Gaulle. Oui, mais ce film tourne autour du général entre 38 et 40. Et on a demandé à Lacouture de nous préciser pour tout le monde un petit peu qui il était à l'époque et ce qu'il pensait de l'idée que tu l'interprètes. Jean Lacouture. La guerre commence en septembre 39. En décembre 39, le colonel de Gaulle, de la garnison de l'Est où il est, écrit un mémorandum adressé à 80 ministres et parlementaires français pour dire « nous sommes très mal commandés et on va à la défaite ». Ce type qui est un colonel, qui doit obéir, qui obéit à combien de généraux au-dessus de lui, au ministre de la guerre, il a le culot extraordinaire de dire « nous sommes mal commandés, nous allons à la catastrophe ». En d'autres temps, on l'aurait envoyé aux arrêts de forteresse, peut-être même fait passer en conseil de guerre. C'était un homme qui avait des idées sur la politique, des idées sur l'armée, bien entendu, des idées sur la refonte de l'armée, mais c'était un homme qui s'était préparé à jouer un grand rôle dans l'histoire. Hein. Gérard Depardieu en Charles de Gaulle, qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça déconcertant. C'est un très grand comédien, il n'y en a pas beaucoup dans le monde de cette force actuelle. Avec de Gaulle, il a un point commun, c'est la force. Moi, la silhouette, bon... je ne sais pas si un grand comédien peut se changer de forme. Peut-être, oui. Tu pas un type comme Charles Laughton, changer de forme d'un rôle à l'autre. Michel Simon, changer de forme. Peut-être que Depardieu est capable de changer de forme. S'il y arrive, il est très fort. Encore plus fort que je ne crois. Voilà, Jean Lacouture, tu penses qu'il faudra, on peut l'applaudir, merci pour lui. Tu penses qu'il faudra une espèce de transformation physique
Ça a bossé plus que ça. Non, mais d'abord, c'est drôle de changer de forme. Et puis, je ne pense pas qu'il faille penser à changer de forme. Quand on a un personnage comme celui-là, pour Danton, par exemple... Parce que les images d'archives sont inouïes, avec le casque, le moment à côté. Ce sont les images d'archives, et je vous assure qu'il y a un moment, c'est un peu comme un acteur qui rentre en scène. Tout de suite, on est agressé par sa rentrée en scène. Il faut que le public s'habitue. Ça, c'est le jeu. Bon, on se dit, tiens, il parle trop fort, il parle trop vite, il n'est pas bien. Puis au bout de 5 minutes, la magie opère. Donc, pour le personnage de Gaulle, de même que pour Danton, de même que tous les personnages historiques, de même que Rodin, l'important n'est pas tellement de changer de forme, excusez-moi, monsieur Lacouture, c'est d'être dans une conviction et dans une respiration qui pourrait ressembler à la générosité et à la sincérité d'un caractère ou d'un personnage. Pour Danton, par exemple, je n'avais pas du tout le visage de Danton. Il y a rien de, je n'ai pas tellement envie de changer de forme. Les formes viennent. C'est pas la méthode américaine à la De Niro, on prend 50 kilos, on en perd 20. Mais on peut en prendre 50, je veux dire, mais on prend que ça. Après, on oublie l'essentiel. Si on pense trop une chose, je veux dire, on oublie de la vivre. Non, il n'y a pas que... Je pense que De Gaulle était mieux qu'une forme. Le jingle, la pub et bien évidemment le retour pour cette saison. Nous sommes le 1er septembre, le retour attendu des Guignols. Et oui, je suis comme Gérard, je circule en 2 roues, mais je ne dirai pas la couleur de mon casque pour rester incognito.